C'est un intime de François Hollande que nous recevons cette semaine à preuve par trois. Bernard Poignant, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là, conseiller, un peu spécial, on peut le dire tout de suite. Vous avez un bureau à l'Élysée, bien sûr, vous avez l'oreille du chef de l'État, mais vous n'apparaissez pas dans l'organigramme de l'Élysée et vous aurez l'occasion d'expliquer votre rôle exact tout à l'heure à Perrine Tarnot et vous répondrez également aux questions de Karine Perret de l'agence France Presse, bien sûr, cette semaine. Comme toutes les semaines, notre partenaire pour ce rendez-vous de Public Sénat, notre partenaire avec également Dailymotion. C'est la première fois, Bernard Poignant, que François Hollande se voit crédité d'un sans faute depuis son élection. La gestion des tragédies qui ont endeuillé la France et réveillé les peurs a été saluée par tous, par la droite, par la gauche. Les sondages s'envolent avec un bond de plus de 20 points, dit l'un. Est-il enfin devenu président dans l'épreuve? Je pense, pour moi, il l'est depuis le début, mais les événements ont révélé sa personnalité, je pense, davantage aux Français. Dès le mercredi, pas simplement dimanche, dès le mercredi, quand il s'est rendu tout de suite sur les lieux, montrant son empathie et sa compassion, et en même temps, le soir même, en s'adressant aux Français. Donc dans la même journée, il était le Hollande que je connais. Oui, dans l'empathie. Proche de la douleur et de la proximité, souffrance. donc ça, ce sont des traits de caractère. Voilà. Et le soir, on l'attend aussi sur des. Et on l'attendait sur des décisions aussi. Elles sont venues, mais le soir, il est dans la gravité. Et souvenez-vous du taux d'audience. Il a été écouté par près de 22 millions de téléspectateurs, alors que quelques jours auparavant, ses vœux ne l'avaient été que par moins de 10. C'est-à-dire que tout d'un coup, les Français se sont tournés vers lui parce qu'il incarne la France dans la durée d'un quinquennat. Et ils attendaient de lui et des décisions et la conduite, malheureusement, d'une opération à la suite de cet acte barbare. Donc il s'est révélé là, aux yeux des Français. Ou plutôt, les Français se sont tournés vers lui, puisqu'il incarne bien sûr la fonction régalienne suprême. Exactement, que vous soyez populaire ou impopulaire. Oui. Que la politique que vous menez soit jugée bonne ou pas bonne, dans ces moments-là, il est l'incarnation même de la nation, de la France et de la République en ce qui nous concerne. Mais il a eu des mérites particuliers quand même, non? Ah ben ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais dès mercredi, je pense qu'il a posé là les actes qu'il fallait. Est-ce que vous-même, vous avez changé votre regard sur François Hollande, président de la République? Non, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est capable d'un extrême sang-froid, en même temps d'une extrême compassion, qui sait décider, dans des moments graves comme celui-là, qui peut prendre dans d'autres moments son temps pour décider. Ce n'est pas un brutal dans la vie politique intérieure, il n'a pas à décider forcément rapidement et brutalement sur tout sujet. Donc parfois on dit de lui qu'il est hésitant, non, je ne l'ai jamais regardé comme ça, il n'est pas brutal. Ah bon? Il n'est pas brutal. Donc il peut prendre du temps, écouter et ensuite décider. Mais là, dans les moments graves, et autant que je sais... Il sait trancher, décider. Là, je n'appartiens pas bien sûr aux réunions de crise, ou encore moins bien sûr au Conseil de défense. Enfin, vous le voyez entre ce type de réunion. Je l'ai senti extrêmement concentré, tendu et tranchant. Donc, à vous écouter, ce n'est que justice, donc il bénéficie aujourd'hui d'estime et de respect. J'ai trouvé d'abord que pendant 2 ans, il a été très souvent massacré par les uns et par les autres. Donc le fameux Hollande bashing s'en est donné à cœur joie. Et ça a forcément marqué les Français. Mais et ça nous attristait les uns et les autres, bien sûr, qui le connaissons et qui ont une proximité plus ou moins grande avec lui. Lui-même était affecté, on dit qu'il sait exercer, qu'il sait se montrer indifférent. Alors, en même temps, pour le voir et le connaître depuis longtemps, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais, qui n'a pas de peur physique. Qui est très courageux, très robuste et qui est capable de faire face, à mon avis, à toutes les situations. Et il comprend donc pendant 2 ans le Hollande bashing. Oui, il a fait face. Et je pense, non, moi je n'ai jamais entendu se plaindre, en tout cas auprès de moi. Je l'ai toujours vu régulier, continuant sa tâche,
Mais je me suis toujours dit, bon sang, qu'est-ce qu'il en prend Ça, dans la c'est donc figure? le pouvoir de l'indifférence, Alors, comme disait François Mitterrand. Mitterrand avait, mais il le sait ça, puisque nous en avons parlé une Ah oui? fois. Il se souvient bien de cet entretien à El Kabash, qui a été diffusé après sa mort, selon l'accord qu'il avait avec Jean-Pierre El Kabash. Et c'est le dernier mot, quand El Kabash lui demande quelle est la qualité suprême pour exercer cette fonction. Terrible réponse de François Mitterrand. Il dit, après 2 secondes de silence, l'indifférence. Alors, ce n'est pas une réponse qui me convient, je ne sais pas si elle convient à François Hollande, mais quand on est dans la fonction présidentielle, oui, il faut se faire du cuir. Mais là, il n'est Oui. pas indifférent Non, aux il n'est éloges pas. aujourd'hui. Ah non, il n'est pas. Ah non, il est pas. Il a même été. Je Non, vois, le mercredi soir de l'attentat, Jean-Pierre Jouyet a réuni les membres du cabinet présents et pour nous parler un peu de la journée, de la suite, et il nous a dit que le président était très affecté, Mais touché vous avez personnellement. parlé, vous avez Mais en utilisé- même temps, il a fait face. Vous avez utilisé vous-même donc l'expression de Hollande bashing. Vous croyez que c'est fini là, Alors, de Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, en passant par Nicolas Sarkozy, en tous les cas, selon les propos qui lui sont prêtés. Je ne sais pas si c'est fini. En tout cas, pour Les moi, critiques ne sont pas réduites au silence, y compris non. sur la personnalité. Non, ça, il y a des choses qui reviennent. Mais pour moi, il y a 3 procès qui devraient cesser. 3. 3 procès. Pour le procès en légitimité de la gauche à diriger la France, parce qu'il a été fait quand même, puisque par Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, je me souviens, disant que la gauche a gagné par effraction. Non, elle a gagné par l'élection, ce qui n'est pas pareil. Et puis le procès en capacité de François Hollande à présider la France. Ce procès lui a été fait sans arrêt, y compris par son prédécesseur, pour essayer d'en saper les bases de sa personnalité. Et même le procès en légèreté gouvernementale et en amateurisme, souvenez-vous, ça a été fait à de nombreuses reprises. Et je pense que ces 3 procès-là, en légitimité pour la gauche, en capacité pour le président et en légèreté pour le gouvernement, sont à remiser au magasin des souvenirs. Mais il y en a d'autres encore des procès. Alors, peut-être qu'il y en a, je vais pas on en peut en faire la parler. liste. Ah ben, moi, je peux vous les soumettre. Allez-y. Eh ben, écoutez, l'absence de résultats économiques. Oui, alors, la France bien est en sûr. cale sèche, Monsieur sûr. Poignant, et Alors. tout au long de l'année 2015, mois après mois, on va encore voir le chômage s'aggraver. Alors, j'espère que non, que ça ne C'est ce durera que pas disent l'année. C'est ce que disent les experts. économistes, J'espère qu'ils se les trompent. instituts de prévision, Mais, avec le 104 000 chômeurs de plus, tiens, en C'est métropole, ce dit qu'ils disent. l'UNEDIC. C'est ce qu'ils disent. C'est exactement ce qu'ils L'UNEDIC. disent. Alors, Les événements qui se sont passés ne vont pas amener le président, à mon avis, je peux être démenti, à changer son cap économique. Parce qu'il croit beaucoup à la politique qu'il a engagée, avec les 50 milliards de réduction de dépenses publiques et les 40 milliards d'aides aux entreprises. mais est-ce que ça le Redressement. rend plus fort et plus ferme? Ce sont ses mots d'ailleurs, je crois. Il dit qu'il se Oui. sent plus fort et plus ferme. Oui, est-ce que oui, ça le ça rend aujourd'hui, d'après ce qu'il vous dit, de vos échanges, plus fort, plus ferme, pour imposer ce cap et ces vues? Je pense que oui. Je pense qu'il est. Alors, je ne veux pas faire de transposition Allez-y, on entre peut. ce qui s'est passé dans la semaine des 7 et 8, 9 janvier et la politique Bien économique sûr, et néanmoins. sociale. Mais je pense que la personnalité lui-même est forcément confortée. Alors, il va continuer sur son axe, il ne va pas en changer. Les lois qui sont en cours vont être votées, débattues d'abord, puis votées, puis promulguées. Le cap économique a été fixé. Il faut simplement que ça donne quelques résultats. Et effectivement, vous avez raison d'ailleurs. Le vrai résultat, aux yeux des Français, sera mesuré quand le nombre des chômeurs de la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui sont, l'expression n'est peut-être pas bonne, pleinement au chômage, quand celle-là commencera à diminuer. Alors j'espère qu'on le verra, je ne peux pas être pronostiqueur, Bien sûr. dans l'année 2015, et à ce moment-là, et à mon avis d'ailleurs, si ça commence à baisser et à décroître, les Français ne le croiront pas tout de suite. Ils auront des doutes. Donc il faut plusieurs mois. Et François Hollande, je l'imagine, considère que c'est possible à partir de l'année 2015. D'accord, bien. On le dit d'ailleurs, peut-être dans le deuxième semestre Peut-être, 2015. mais Et bon. puis, vous voyez, Oui. pour connaître, pour avoir entendu de quelques industriels qui m'ont dit, au moins un grand groupe, que ce qui s'est passé là fait regarder la France dans le monde différemment. Ne leur donne pas des marchés, des contrats,
mais facilite quand même, parce qu'il y a eu certes un Hollande bashing, mais il y a eu aussi une France bashing. Et ça, c'était très mauvais sur toute la planète, et quelque part, le monde a retrouvé sa France. Alors, je parlais des sondages tout à l'heure. Vous les surveillez de très près, bien sûr, à l'Élysée. Il y a des bons spectaculaires, mais ça s'est produit sous d'autres présidences, face à des événements tragiques pour François Mitterrand. Oui, ça s'est produit pour lui en janvier, février, mars, alors, mais la suite n'a pas été bonne pour lui. Voilà. Donc, il faut faire attention, j'ai envie de dire. Attention à la grande illusion. Alors, j'essaie, si je fais une comparaison, parce que j'ai vécu l'autre période, François Mitterrand, après ces sondages très florissants, change Michel Rocard. Il ne s'est pas compris ça par les Français. En même temps, très peu de mois après, le Parti socialiste est englué dans les affaires. Bon. On ne va pas refaire l'histoire, mais on sait que tout ça, ces rebonds sont fragiles, oui, peuvent être face à des événements tragiques, des guerres ou des attentats. Bien sûr, mais je pense que ça ne diminuera pas, ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas comme avant? Non, pour moi, non. Ah, je ne suis pas prophète, hein. C'est plutôt. Vous n'êtes pas prophète. C'est vrai, c'est un souhait que je. Bien sûr. J'allais quand même vous interroger sur 2017, Bernard Poignant. Est-ce que vous pensez qu'après ce qui s'est passé, après ce que vous dites, ça ne reviendra pas comme avant, l'image du chef de l'État, est-ce que certains pourraient encore aujourd'hui ou demain envisager une autre candidature socialiste pour 2017, voire la nécessité pour François Hollande de passer par une primaire? Alors, pour moi, la primaire, je l'espère en tout cas, et aux socialistes qui y pensent, je leur dis, enterrez-la. Si le président sortant, c'est lui qui décidera, c'est pas moi, mais si, et je dis quand même mon souhait, hein, s'il est candidat au renouvellement de son mandat, il faut s'en tenir là. D'accord. Voilà, et selon l'adage de Raffarin, que j'aime bien, il n'y a pas de concurrent dans le camp du président. Donc s'il est candidat, c'est lui qui va le décider. Je crois qu'il faut s'en tenir là. Je vois mal le président de la République en fonction, soumis à des primaires, donc à une double élection, avec le risque en plus d'un dérapage de primaire ou d'un score moyen ou médiocre. Non, le président sortant, s'il est candidat, eh bien, il faut être tous derrière lui. Ça va être un paradoxe pour le Parti socialiste, parce qu'en 2011, on a fait des primaires qui ne sont pas dans nos statuts, et on n'en ferait pas alors qu'elles sont dans nos statuts. Mais je crois qu'il faut avoir une capacité d'adaptation à la situation. Très bien, voilà la réponse en tous les cas à cette perspective. Laissez la vôtre, c'est vous qui vous exprimez là, devant nous, M. Poignant, ce soir. Votre réponse en tous les cas à Thierry Mandon, le ministre du gouvernement, qui avait dit qu'il fallait absolument passer par une primaire. Il l'a dit à votre place il y a quelques semaines. Une question. Je pense qu'il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Ah bon, j'imagine. Ah bon, bah vous avez dû. Non, il ne l'a rien dit, mais je pense que c'est un homme intelligent, donc il a forcément changé d'avis. Un mot sur les autres responsables politiques, et notamment Marine Le Pen. Comment est-ce que vous avez jugé son attitude ces dernières semaines? Et pensez-vous, comme le président du Sénat, Gérard Larcher, qu'elle a peut-être perdu la chance de se qualifier pour le second tour de la prochaine présidentielle? Alors ça, je pense que j'ai entendu Gérard Larcher dire ça. Il faut être très prudent sur les résultats d'une élection. Mais je pense que, malgré la polémique du samedi, je crois que sa place aurait été au milieu de tous les Français. Elle a sans doute raté quelque chose. Parce que le président comme le Premier ministre ont dit, comme le premier secrétaire du Parti socialiste, vient qui veut. Vient qui veut. Et donc pour 2017, ça risque de hypothéquer. Attendez, on verra les élections. On verra. On va reparler des élections. D'accord. Vous avez cité Jean-Pierre Raffarin. Il était à votre place la semaine dernière. Il a estimé que le trésor de l'Union nationale était dans les mains de François Hollande et que c'était à lui d'agir. Il est conscient de cela, le chef de l'État? Oui, mais qu'est-ce qu'on entend par Union nationale? C'est pas un gouvernement rassemblant tous les partis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un état d'esprit qu'il faut garder. L'Assemblée nationale ne change pas de configuration. Les débats économiques, sociaux, sociétaux, fiscaux, énergétiques, ils reprennent leurs droits. Après tout, quand on sort dans la rue... Ça va redevenir comme avant? Alors, moi j'espère en tout cas que l'état d'esprit change, c'est-à-dire que la hiérarchie des importances et des urgences soit plus relativisée. Alors on va voir si c'est l'état d'esprit du côté du Parti socialiste, où on sait que le cap que vous avez réaffirmé, le cap de François Hollande, est contesté par certains, les frondeurs. Karine Perret de l'agence France-Presse va nous rejoindre dans un instant. Mais voyons d'abord sur ce thème le reportage de Marie Brémaud. Existe-t-il un devoir de silence, une obligation à l'accalmie au vu des événements tragiques des semaines passées?
Pour ceux au sein de la majorité qui n'ont jamais ménagé le président de la République et l'exécutif, pas question de se coucher. Ce qui est important, c'est d'abord que les terroristes ne changent pas les habitudes démocratiques de ce pays. On n'est pas dans un état de siège, etc. Il faut que la vie, comme d'ailleurs le président de la République l'a dit, reprenne ses droits et recommence comme avant. L'expression sera peut-être atténuée, l'expression des différences, mais le débat de fond reste. Et à gauche de la gauche, la cible de toutes les attaques, c'est la future loi Macron. Je considère que la loi Macron représente un certain nombre de régressions sociales et c'est pas parce qu'il y a eu un événement d'une telle ampleur que je me priverai de le dire. Oui, mais pour d'autres, la donne a bel et bien changé et certains frondeurs pourraient faire preuve de plus de retenue dans leur opposition au gouvernement. S'il y a 2 semaines, une soixantaine de députés auraient pu voter contre le projet de loi Macron, il ne serait plus qu'une trentaine aujourd'hui. Un effet collatéral de l'après 11 janvier sur lequel compte Matignon. Mais les irréductibles poils à gratter de la République ne sont pas prêts à se laisser bâillonner. J'espère que ceux qui sont contre, parce qu'ils ont vraiment des arguments et qu'ils le sentent, votent contre, et que ceux qui sont pour, parce qu'on leur a dit qu'il fallait voter pour, réfléchissent à 2 fois. Ça ne ferait pas une majorité, ça c'est sûr. On dit souvent qu'il faut que nous soyons solidaires de l'exécutif, c'est vrai, mais c'est bien aussi quand l'exécutif est solidaire de sa majorité et de son électorat. Réponse le 26 janvier avec le début de l'examen de la loi Macron, où l'on verra si la politique reprend le dessus ou pas. Voilà, Karine Perret est avec nous. Bonsoir Karine, consoeur de l'AFP. Vos questions à Bernard Poignant qui n'a jamais participé à une émission politique de cette longueur. Oh non, 45 minutes là, depuis que vous êtes aussi longtemps. Minutes, oui. Et on a encore plein de questions, Karine. Oui, donc vous venez de dire, j'espère que l'état d'esprit va changer. Est-ce que vous pensez que ça peut perdurer dans le domaine politique? Je l'espère en tout cas. J'écoutais votre reportage. Avant de parler d'union nationale, il faut parler d'union socialiste, voyez-vous. C'est déjà pas mal, ça. On a entendu aujourd'hui les frondeurs dire que la loi Macron, en l'état, n'était pas votable. Donc la politique reprend ses droits petit à petit. Oui, forcément. Mais moi, je souhaite qu'ils réfléchissent à leur vote final. Parce que dans la loi, il y a beaucoup de choses. Il y a 106 articles de mémoire, il y a plein de sujets abordés. Donc on peut être hostile ou en désaccord ou en moitié en accord avec telle ou telle disposition. Bon, ça va être le débat parlementaire. Mais après, il y a le vote final. Donc j'espère que pour le vote final, l'ensemble du groupe socialiste et au-delà se retrouve. Ah le vote. Là, vous rêvez, là. L'Union socialiste, c'est tout le monde un seul vote alors. En vote final, le vote final. Je dis bien le vote final. C'est pas la réalité. Ah ben on verra. Ça va cheminer, ça va cheminer. Vous pensez vous aussi qu'ils seront moins nombreux à voter contre par rapport à ce qu'ils avaient prévu avant les vacances? Non seulement je le pense, mais je le souhaite. Oui, mais parce que c'est une loi qui traite beaucoup de sujets. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez être réservé, voire hostile, avec tel sujet, et en prendre prétexte pour voter contre la loi tout entière. C'est ça d'une difficulté. C'est une loi, ça touche à 1000 sujets, enfin je ne sais pas 1000, mais à des dizaines de sujets. Donc j'espère que les socialistes qui sont pas d'accord ou réservés sur tel ou tel sujet, mais qui peuvent l'être sur beaucoup d'autres, eh bien dans le vote final, qui sera quelque part un vote d'accord avec l'ensemble du gouvernement, se retrouve. Même si dans le débat parlementaire, vous avez plus de nuances. Après tout, il y a des amendements, il y a ceci, il y a cela. Vous pouvez avoir des amendements qui passent, d'autres qui ne passent pas. Mais en finale, lorsque la première lecture sera terminée, je souhaite vraiment qu'il y ait union socialiste à l'Assemblée nationale et après au Sénat. Et de la sorte, est-ce que vous pensez que pour le rendez-vous du Congrès socialiste au mois de juin, les débats seront, vu l'état d'esprit, vu le contexte, un peu minoré, un peu étouffé Alors c'est pareil, je le pense autant que je le souhaite, parce que on sentait point de 2 sujets en fait dans ce congrès. Les motions d'orientation seront arrêtées le 11 avril. Après les élections départementales, donc ça serait quand même bien d'en connaître le résultat. Et il y a 2 sujets qui seront sensibles. Quelle orientation sort du Congrès? Et faut-il ou non des primaires avec le président sortant? Sur les primaires, je pense qu'on va assister à l'enterrement de cette affaire
dès lors que le président sortant est candidat. Ah oui. J'entends bien. Ah oui, l'hypothèse inverse est crédible. C'est lui qui décide. Non, mais moi, je vous souhaite. le savez déjà, vous. Ah non, je ne sais rien du tout. Moi, je souhaite qu'il le soit. Vous parlez forcément du rendez-vous de 2017 pour lui. Oui, oui. Mais Avec donc, lui. pour les primaires, si le président sortant est candidat, tout le monde derrière. On ne soumet pas aux primaires. Donc je pense que ça, dans le Congrès, ça devrait... La question est évacuée, selon Elle vous. n'est pas évacuée. Enfin, pour moi, il faut l'évacuer. Et deuxièmement, il y a l'orientation. Ça, c'est autre chose. Il faut que la motion d'orientation soit pas les petits doigts sur la couture du pantalon de ce que fait le gouvernement, mais soit en harmonie avec ce que fait le président et le gouvernement. Parce que s'il y avait une distorsion grave entre l'orientation du Parti socialiste, c'est-à-dire ce que l'on appelle dans notre jargon la motion finale, hein, la motion ultime, là, ce serait... Ce serait problématique pour l'exécutif. Ce serait probable. Il ne faut pas que ce soit un congrès anti-Hollande ou anti... Non, Bah, mais en même temps, ça peut Jean-Christophe pas être un Cambadélis. congrès béni. Oui, oui, il faut aussi que l'ensemble... alors. Oui, mais c'est la motion finale. C'est la finale qui compte pour moi. Quelle est la majorité du Parti socialiste qui ensuite le dirigera? Là-dessus, Jean-Christophe Cambadélis, il est d'accord. Oui, d'accord. C'est ce qu'il Eh ben veut voilà, faire mais dans c'est sa lui- motion. Mais la c'est lui qui question, est à la c'est manœuvre. quelle place prendront les frondeurs, l'aile gauche, Benoît Ah mais Hamon? vous savez, vous connaissez nos règles du Parti socialiste, c'est assez simple. Vous avez le droit, hein, selon nos règles, de déposer une motion le 11 avril qui est soumise au vote le 21 mai. C'est ça la règle. Donc n'importe qui peut, enfin pas n'importe qui, il y a quelques obligations à respecter, peut présenter une motion. Et bien voilà, elle est soumise au vote de nos adhérents. Et ce qui compte, c'est le vote des adhérents. Et donc j'espère que ce vote-là s'oriente vers là où les motions qui seront en harmonie avec la politique du président et du gouvernement. Et ensuite, hein, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve dans notre congrès, et puis il y a les accords, les alliances, etc. Et il y a un texte qui sort majoritairement. Et c'est celui-là qui doit être en harmonie avec le président. Vous voyez, c'est ça. Le Congrès socialiste, c'est une machinerie compliquée. Hein. D'abord, nous, les socialistes, on est parfois compliqués. Ça, je reconnais. Et donc, vous avez tout un cheminement. Vous avez le droit de vous permettre d'être compliqué quand vous avez le pouvoir? Pas compliqué pour décider, mais on peut être plus subtil pour réfléchir, oui, bien sûr. Et ça commence le 7 février. Le 7 février, vous avez des contributions. Vos téléspectateurs peuvent trouver ça un peu oui, on ne va pas reprendre complexe. toutes les dates. Vous avez le cheminement. Les débats vont être un peu minorés par cet état d'esprit, l'exécutif qui appelle Vous lancez un appel, à faire vivre l'esprit vous en lancez un appel à l'Union socialiste. Moi, je suis pour l'Union socialiste d'abord et l'Union de la gauche ensuite. Très simple. J'ai été élevé, même si j'étais rocardien dans mon parcours, politiquement, j'ai été élevé par François Mitterrand. Donc l'Union des socialistes et le Rassemblement de la gauche. Et dans un troisième temps... La politique, le cap économique de François Hollande l'interdit aujourd'hui, ça? Non, je ne crois pas. Parce que je pense que la politique... Vous savez, il y a trois autres politiques. Il n'y a pas que... Je voyais Socil Diflot dire qu'il n'y a pas qu'une seule politique. Non, il y en a d'autres. Elle a raison. Et il y a notamment la politique, y compris à gauche, qui consiste à laisser creuser les déficits et augmenter la dette. Non. Et François Hollande, sur ce terrain-là, pendant sa campagne, on ne l'a peut-être pas assez écouté sur ce sujet, a été extrêmement clair. Si je suis élu, je ne veux pas creuser les déficits, je veux les réduire, c'est très long à faire, et je ne veux pas augmenter la dette, même si elle augmente quand même, je veux la freiner. Les déficits se creusent aussi, quand même. Oui, mais je veux freiner le tout. C'est un paquebot, la France. Hein. Son budget, vous ne le changez pas d'un coup de baguette magique. Mais le coup de frein est 50 milliards de dépenses en moins, c'est pas rien. Je vous rappelle que l'UMP, dans sa propose le double. Plus du double. Dans sa convention du 25 janvier, qui est toujours en vigueur, s'en vendent pas d'ailleurs, c'est 130 milliards sur 5 ans. 130 sur 5 ans. L'année 2015 est une année de rendez-vous électoraux. Vous qui prenez le pouls sur le terrain, comment est-ce que vous ressentez les choses justement après ces événements? Est-ce que le Front National peut gagner, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard, 10 points de plus? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que peut-être l'électorat de gauche, qui s'était fortement abstenu lors des dernières élections, se remobilise? Comment vous voyez les choses? On va avoir une sorte de premier test
le 1er février avec l'élection de... Dans le Doubs, dans le Doubs. La législative. Donc là, je de souhaite Moscovici. vraiment, parce qu'il y avait des craintes, c'était écrit, dit par les commentateurs, que le candidat socialiste ne parviendrait pas forcément au second tour. C'était dit, hein, Frédéric Barbier. Il faut que ce candidat soit au second tour. Ah, je dis il faut, c'est les électeurs qui vont décider. Mais j'espère que ce qui s'est passé là va avoir un effet, y compris sur cette élection qui est une élection partielle. Il y a une fierté retrouvée des électeurs socialistes pour voilà, vous? Vous avez tout à fait raison, je l'ai ressenti par des candidats au cantonal, dans mon département, tout simplement, qui est le Finistère. Quelque part, vous savez, ces derniers temps, c'était pas forcément facile d'être candidat socialiste à des élections. Et tout d'un coup, hein, pour ceux que j'ai vus avant Noël, ils me le disaient, hein, c'est pas évident hein, d'aller chez les gens, ça, t'es pas toujours bien reçu. Et là, par contre, tout d'un coup, vous avez une fierté des candidats, fierté de leur président, fierté de leur gouvernement. Il y a celle des électeurs qui compte aussi. Oui, d'accord, mais admettez quand même que quand vous êtes en campagne, ça vous donne une force, une énergie du baume au cœur. pour aller. Ah ben, évidemment. Alors après, vous savez, les voix, ça se trie pas, ça se compte. Hein. Et donc, à partir du moment, là, vous voyez bien ce que ça donne en finale. Mais vous êtes plus à même de défendre ce que fait votre président et ce que fait votre gouvernement. Et pour les départementales également, oui, même ceux chose. qui auront lieu dans 2 mois, vous voyez les choses comme ça également? Oui, mais la campagne, ça y est, ils sont en campagne, certains avant Noël déjà. Hein. Ils sont en campagne. Et je pense que ça va être la même chose pour les régionales. En tout cas, bon, c'est vrai que la gauche a beaucoup de départements, hein, elle dirige beaucoup de conseils généraux, elle dirige presque tous les conseils régionaux, donc c'est sûr que... ça va être difficile d'en gagner plus, ça je reconnais. Est-ce que c'est possible d'éviter la débâcle? Oui. Ah, j'espère même que... Enfin, moi, je pense que... Dans quelle proportion? Ah, je donne jamais de proportion. Moi, je considère qu'on doit garder tout ce qu'on a et en gagner plus. Ah bon, non, mais ce ne sera pas le cas. Et je sais que c'est difficile. Non, mais ça ne sera pas la raclée? Non. Pas la débâcle, pas la raclée. Là, vous êtes catégorique. Je suis catégorique. Oui, vous l'êtes. Oui, je ne devrais pas l'être, parce que là, vous pour avoir fait tant d'élections, je sais très bien que c'est... Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi catégorique, de dire que le Parti socialiste va éviter la déroute? Parce que je trouve que nos candidats et nos électeurs, enfin, le socle socialiste, je l'ai entendu dans la ville qui est la mienne, moi-même où j'ai perdu l'élection, je l'ai bien entendu. C'est comme si ça redonnait du tonus, si vous voulez. On a vécu un drame terrible, une barbarie... considérable, une réaction appréciée et juste du président et de l'exécutif, et puis cette foule qui est venue, les chefs d'État, etc. Tout d'un coup... Mais le Front National, selon vous, ne va pas profiter des événements? Ça, je ne sais pas. Je suis très prudent. Je ne sais pas comment l'électorat va... Sans doute qu'il a son électorat à lui, hein, le Front National. Est-ce qu'il va baisser, pas baisser? Je ne sais pas. Mais la France s'est retrouvée, le monde a retrouvé sa France. Que voulez-vous, ça booste, ça donne du tonus. Et même dans le monde économique, hein, vous savez, on dit souvent l'économie, il y a de la psychologie, il y a de la confiance et tout ça, et ça la donne. En tout cas, moi, j'étais moi-même extrêmement fier. Mais vous êtes monsieur Parti Socialiste à l'Élysée? Non. Parce que vous en parlez avec une fougue, là, une passion. Oui, mais parce que j'ai toujours pensé, moi je suis adhérent du Parti Socialiste depuis 40 ans. J'en ai vécu des hauts débats, etc. Mais je sais très bien, c'est un parti qui date de 1905, il en a vécu des vertes et des pas mûres, il a fait d'excellentes choses, il a eu des moins bonnes choses aussi, mais il est un socle permanent dans l'histoire de la France. Et il restera. Je vous interrogeais sur la façon dont vous surveillez cela, un peu comme le lait sur le feu, là, à l'Élysée. Non, je surveille. Vous faites des notes à François Hollande sur le sujet du Parti Socialiste aussi? Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé parler. Ouais, moi, d'accord. Je fais tout, pas sur le Parti Socialiste, mais d'intégrer. Ça peut arriver. D'intégrer cette question-là. Merci, merci Karine Perret. Justement, donc Perrine Tarnaud va nous rejoindre maintenant pour vous interroger sur votre rôle exact auprès de François Hollande. Ça, c'est toujours un mystère. Ah, c'est un mystère. Alors, c'est là, la dernière partie de l'émission va nous éclairer enfin. Qu'est-ce que vous faites donc auprès de François Hollande, qui, bien sûr, comme tous les présidents de la Ve République, est exposé au syndrome du château, c'est-à-dire l'isolement? Sandra Cerquera. On l'appelle le syndrome de la tour d'ivoire. Ce sentiment d'isolement qui guette tous les présidents de la République. Comme ses prédécesseurs, François Hollande n'a pu l'éviter.
Rappelez-vous Valéry Giscard d'Estaing, il essayait justement de recevoir des gens divers et variés pour avoir contact avec les Français. Mais Jacques Chirac aussi, Nicolas Sarkozy de même, etc. Tous ont tenté et se sont rendus compte qu'en réalité, la concentration du pouvoir est telle qu'ils ne peuvent pas s'échapper de leurs fonctions. Le chef de l'État dit ne pas avoir anticipé cet isolement, de l'avoir même sous-estimé. Son entourage assure qu'il en souffre. François Hollande reconnaît aujourd'hui que le président normal n'existe pas. Ses amis politiques disent l'avoir vu avec regret tomber dans le piège de l'Élysée. C'est presque malgré lui que le président s'est enfermé dans le pouvoir. François Hollande a mis du temps à prendre toute la dimension de sa fonction et tout ce qui allait avec. Le fait qu'il ne peut pas avoir le même rapport aux gens, aux Français, qu'il ne peut pas répondre à toutes les questions tout le temps qu'on lui pose dès qu'on lui tend un micro, la gestion de son image, tout un tas de choses qui lui coûtent. Cette journaliste du Monde a passé une semaine en immersion à l'Élysée. Ce qui l'a frappé, le besoin de liberté de François Hollande. L'envie de s'échapper, plus forte que chez ses prédécesseurs. En fait, il s'autorise un peu des échappées hors de l'Élysée, le soir, principalement le soir, où il se rend sans médias et sans publicité. C'est pas inscrit à son agenda, mais il se rend dans des endroits où il est invité pour essayer d'aller à la rencontre de vrais gens, entre guillemets. Et pour fuir une solitude qui lui pèse, François Hollande s'est entouré d'un proche collaborateur dont les liens familiaux le rassurent, son ami de toujours, Jean-Pierre Jouyet. On appelle ça le syndrome du repli. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Monsieur Payan, peut-être que Bonsoir. vous accompagnez François Hollande lors de certaines de ses soirées, je ne sais Non, pas. non. Vous appartenez aux vrais gens. Oui, il l'a dit d'ailleurs dans une formule dans le discours du Bourget, c'était le 22 janvier, ça va être 3 ans la semaine prochaine. J'aime les gens. Et c'est quelqu'un qui a besoin de ce lien-là avec. Il en a besoin. C'est à la fois politique et c'est aussi affectif, presque un peu Chardel, si vous voulez. Il a besoin de ça. Oui, il partageait ça avec Jacques Chirac. Oui, exactement. Et Jacques Chirac aimait ça. Mitterrand avait une plus grande distance. Une froideur. Giscard, lui, il avait une méthode. Il invitait les éboueurs à prendre le petit déjeuner ou il s'invitait chez les gens. Oui, mais il n'empêche qu'il éprouvait quand même ce besoin-là. Le général de Gaulle, au début de la 5e, mon âge me permet de lui avoir serré la main en 1959, il était au milieu, il aimait bien les foules. Parce que c'est vrai qu'il y a ce pouvoir quand même de l'Élysée qui isole. Il isole, c'est-à-dire c'est impossible d'y échapper. D'abord, vous vous rendez compte le nombre d'obligations d'un président sur une année. Je le vois dans la cour de l'Élysée fréquemment. Le nombre de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de ministres qui viennent dans une année. Visite officielle ou visite plus discrète, si je puis dire. Le nombre d'obligations qu'a le président dans les conseils européens, dans les G machin, dans donc les G7... Donc vous perdez le contact avec forcément le terrain. Non, vous ne perdez pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que... Le vrai contact. Vous n'êtes pas tous les jours, c'est vrai, sur les marchés, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous êtes les rythmes du Conseil des ministres, je vois bien, y compris dans son agenda, vous avez des rendez-vous réguliers avec certains ministres régaliens, c'est normal. Donc vous êtes happé par ça. Et puis, l'ambiance de l'Élysée fait que vous êtes pris en charge, finalement, y compris pour la sécurité du président. La sécurité du président, elle est un peu renforcée, forcément, avec donc pris en charge et donc isolé. Mais tous les présidents, y compris sous la Troisième République, certains disaient que c'est une prison. Armand Fallière disait c'est un bel endroit mais il n'y a pas d'avancement et donc vous êtes pris quoi, dans cette affaire. Et François Hollande... Il s'échappe. D'abord, il aime beaucoup sa liberté. Il s'échappe le soir et puis il vous avoue aussi, comme vers l'extérieur. Oui, mais moi, si vous voulez, mon rôle... D'abord, je lui fais traditionnellement des notes parce que j'aime bien faire ça. Et je rencontre des élus. Je fais des déjeuners ou des dîners d'élus. Je les fais en arrivant, quand il est arrivé, pour des députés élus pour la première fois, pour des sénateurs. Je l'ai fait pour des présidents de conseils généraux, je l'ai fait pour les maires ayant perdu leur mandat.
Et Dieu sait si j'étais bien placé pour avoir Alors, le vous mien. pourriez vous consoler mutuellement. Voilà, alors. j'en ai reçu plein, 80 environ. Donc vous en plusieurs recevez tous déjeuners. ceux qui n'ont pas Et je fais accès les direct congrès. au président de la République. Ouais, et à partir de là, comme je reçois depuis le mois de décembre et je continue, y compris cette semaine et la semaine prochaine, des associations d'élus, pas les grandes, hein, mais les associations thématiques ou qui se réunissent par taille de ville. Et puis après, je fais un compte rendu au président. Voilà, qu'est-ce qui m'a été Que vous dit. lui adressez directement? Direct, oui. Direct. Quelle satisfaction tirez-vous personnellement de cette présence? J'aime faire ça. J'aime la vie politique. Ah. J'aime la vie politique. Et quand vous aimez la vie politique... Non, mais on a envie de résultats, d'influence, une influence. Oui, alors ça, vous ne savez jamais si vous êtes influent. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Et surtout pas auprès de François Hollande, qui lui, a d'autres contacts que vous-même. Donc, vous ne savez pas quelle est votre part. Il faut d'ailleurs D'où la lutte, souvent, d'influence des conseillers autour des chefs de l'État. Moi, je ne participe pas à ça. Mais il ne faut pas le savoir. Je lui ai dit un jour, le pouvoir suppose du sacré et l'influence du mystère. Donc mais il faut fait rester quand même des retours. Oui, alors il le fait à ses conseillers, bien sûr. Vous avez la chance d'avoir cet accès direct voilà, au chef de l'État. Est-ce que vous avez un retour sur oui, il fait des petits retours avec un petit mot et tout ça. Parce que pour quelqu'un qui est auprès d'un président ou d'un ministre, c'est la même chose d'autres fonctions, mais celle-là est suprême, c'est très important de savoir que ce que vous lui communiquez est quand même lu. Donc il faut qu'il y ait un retour... Est-ce que c'est facile de garder une franchise, un ton très direct vis-à-vis du chef de l'État que vous connaissez depuis 30 ans? C'est aussi un ami de 30 ans. Oui, alors il faut que vous... Voilà, quand vous écrivez, moi je fais beaucoup par écrit en réalité, hein, je fais beaucoup de papier, oui, parce que c'est facile. Et puis votre pensée, elle est plus ordonnée quand vous faites un écrit. Est-ce que ça vous permet d'être direct, d'être franc? Oui, vous pouvez l'être. Et il vous demande aussi de temps en temps, passe donc me voir, j'ai fini ma journée, viens, on va prendre un verre. Non. Moi, quand je demande un rendez-vous, je l'obtiens, mais je n'en demande pas beaucoup. Ah donc, ça reste c'est pas la peine de déranger un président. Ça sert à rien. Non, mais c'est votre ami. Oui, mais ça n'empêche. Ça n'empêche. C'est le président. Est-ce qu'on peut être conseiller du président de la République et également son ami, un ami de 30 ans? Oui, je pense. On Comme dit vous souvent pensez à Jean-Pierre Jouyet ou... Oui, par exemple. Oui, je pense qu'il... Enfin, en tout cas, le système marche. Là, vous pouvez répondre pour vous. Non, mais en tout cas pour constater. Parce qu'on dit souvent il marchait bien aussi avec Pierre-René Lemas avant, mais il n'avait pas la même relation historique que l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Voilà, maintenant à la Caisse des Dépôts. Et avec Jean-Pierre Jouyet. Parce qu'on dit souvent que amitié et politique, c'est incompatible. Ah ben non, il faut croire qu'il y a des exceptions de compatibilité. Est-ce que le conseiller du président de la République peut lui-même être évité? Parce que forcément, votre fonction suscite un certain nombre de fantasmes. On se demande un peu quel est votre pouvoir d'influence. Oui, comment en jouez-vous? Non, moi je joue pas parce que moi je suis pas, j'ai 40 ans de vie politique, d'élection, ça, donc je ne suis pas dans la même position que certains autres. Pour beaucoup de conseillers présidentiels ou ministériels, c'est un moment de leur vie. C'est un moment de leur parcours professionnel y compris. Donc vous ne pouvez pas comparer ça. Moi, je ne demande rien. Je ne suis pas membre du cabinet, vous l'avez dit, puisque je n'appartiens pas à l'organigramme. Je n'ai pas de contrat de cabinet, pas de rémunération, donc je fais ça. François Hollande m'a demandé, quand il a été élu, qu'est-ce que tu aimerais faire? J'ai dit simplement être avec toi à l'Élysée. Mais, les gens qui viennent vous voir, vos visiteurs, ceux que vous rencontrez, ils ont tous quand même des arrière-pensées. Ils ont éventuellement des messages à faire passer, en effet. Mais cette position vous permet... vous décidez vous-même de ce que vous faites. Mais cette position que vous avez donc demandée, hein, pas de lien direct, pas de place effectivement dans l'organigramme, vous permet de survivre à tous les changements de cabinet. Et il y en a eu là. D'être libre. Non, de survivre. Oh, je ne cherche pas à survivre, vivre suffit. Mais oui, il y a des changements, mais dans un cabinet. Des conseillers autour de François Hollande. Ne soyez pas surpris parce que la plupart de ceux qui ont changé de fonction, ils ont pris une autre fonction parce que c'est dans leur histoire, c'est dans leur parcours. Et c'est pas surprenant. François Hollande n'a pas un cabinet énorme. En 2012, quand il est arrivé, il avait un cabinet de 48 ou 49 personnes. Je crois que Sarkozy avait un cabinet de 60 ou 70. Donc il a beaucoup réduit la toile. Et dans ces personnes qui sont là, c'est normal qu'à un moment donné, c'est fatigant aussi pour certains. Moi, c'est pas grave, mais pour certains, ils
Ils sont vraiment sur le... Ah oui, oui. Pour revenir certains postes, c'est très dur. Pour revenir justement au début du quinquennat, François Hollande a mis longtemps à endosser le costume de président de la République. Pourquoi, selon vous qui le connaissez bien? Enfin, moi, j'ai toujours pensé qu'il est allé plus vite que ce que l'on a dit. Mais l'image qui était la sienne a été celle que vous venez de traduire. Il a fait d'ailleurs une campagne... Peut-être aussi l'erreur d'appréciation sur la présidence normale. Alors ça, c'était un bon thème de campagne. Mais une fois que vous êtes président, c'est plus compliqué. Une fois que vous êtes président, vous n'êtes plus normal. Enfin, ou plutôt, vous restez normal, mais votre fonction ne l'est pas. Et donc, ça a beaucoup marqué, ça, les Français. La présidence normale, c'était évidemment par comparaison avec son prédécesseur. Donc, il en a beaucoup joué et il a fait même beaucoup de... Mais il a mis longtemps quand même, donc, à rentrer un peu dans le rôle. Alors, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a été assez vite. Et pour moi, ça a commencé, j'ai envie de dire, dès le mois de septembre 2012. Il était bien installé, quoi. Après, bon, parce que quand il est élu, en mai, après il y a les législatives, il y a les législatives, il y a les vacances et tout ça, avec bon, un peu de décompression quand même pendant les vacances. On lui a reproché de prendre des vacances, vous vous rendez compte un peu, au mois d'août 2012. Tout le monde a oublié que Sarkozy en avait pris, mais lui il est allé pique-niquer avec George Bush, quand même. Moi je préférais voir Hollande à Brégançon que pique-niquer avec George Bush, quand même. Avec Bush, il y avait peut-être une part de travail aussi. Oui, peut-être une part d'excuses sur la guerre en Irak que nous n'avions pas accepté de faire. Et donc, il est allé assez vite. Je pense qu'au mois de septembre, il était dedans. Mais la population ne le voyait, c'est vrai, je ne peux pas contester, ne le voyait pas comme ça. Est-ce que vous trouvez qu'il a changé depuis qu'il est à l'Élysée? Je pense qu'il est en gravité, oui. Ah oui, évidemment, il est plus grave, si vous voulez. Parce que c'est pesant. Mais il pratique toujours l'humour. Oui, enfin, à mon avis, même, il se retient. Parce que je pense qu'il pourrait en faire beaucoup plus. Mais bon, le président de la République ne peut pas... Là, au moins un point sur lequel il vous déçoit peut-être. Ne me déçoit pas, mais j'ai toujours aimé les meetings qu'il a fait pendant la campagne, et quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste, et quand il était candidat en Corrèze, c'était un bonheur, ces meetings. Si j'ai un regret aujourd'hui, en fait, c'est que j'aimerais le revoir en meeting. Attendez, patience. Le président ne fait pas de meeting. Patience. Vous conservez, je crois, Bernard Poignant, toutes les archives écrites, toutes les notes. Non, alors je l'ai fait, je l'ai fait jusqu'au 15 mai 2012. D'accord. Tout ce qu'il y a avant, j'ai récupéré le plus que j'ai pu. Que vous allez transmettre quoi, vos archives? Non, après le 15 mai, j'ai continué. Et j'ai été, si je peux dire comme ça, pas rappelé à l'ordre. On m'a dit non, depuis le 15 mai 2012 et l'investiture, tout doit aller aux archives d'État. D'accord. Donc, ce que j'avais gardé, avant, et qui était à la Fondation Jean Jaurès, en fait, il a fallu le rendre. Est-ce que vous allez en faire un livre? Non. Oh non. Qui ça voulez-vous? C'est à la mode, les livres autour de François Hollande. Oui, justement, c'est trop à la mode. Et voilà, parce que toutes mes notes... Les livres sont à la mode, c'est vrai. Vous avez évoqué il y a un instant les vacances à Brégançon. À l'époque, François Hollande était accompagné de sa compagne, Valérie Trierweiler. Et l'Élysée vous a demandé un peu de monter au créneau lorsque le livre est sorti. Merci pour ce moment. Est-ce que vous craignez une réplique de l'ancienne compagne du chef de l'État, un tome 2 ou l'adaptation au cinéma? Non, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus rien à craindre de ce côté-là. Ou le livre d'Aquilino Morel aussi, puisqu'il a dit qu'il Enfin, moi, je pense que... Plus rien à craindre? Non, je pense que c'est clos, ça. C'est clos. Pour les Français. Pourquoi? Pour les Français, mais pour les auteurs, non. Pour les auteurs, c'est leur affaire. Il faut bien se vendre, le livre de Valérie Trierweiler. Non, je pense que c'est derrière nous et derrière lui. Très bien. Merci Bernard Poignant, on vous remercie. Merci Perrine, on vous remercie. Encore une fois, c'est la première fois que vous participez à une émission de 45 minutes comme cela, depuis que vous conseillez François Hollande, votre ami de 30 ans. Allez, merci. Merci à vous. Bonsoir à tous, à très vite.